Bonjour tout le monde, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui va être un petit peu différente de ce que je vous propose d'habitude, puisqu'aujourd'hui je vais vous parler d'une autrice en particulier. Alors, je vais peut-être faire d'autres vidéos de la sorte, si celle-ci vous plaît. Je vais les appeler auteurs à l'honneur, et celui-ci du coup sera l'épisode 1. J'ai rien inventé, bien sûr, hein, ce genre de vidéo existe déjà, mais moi j'avais à cœur, en tout cas, de vous présenter cette autrice en particulier, puisqu'elle a écrit un roman qui m'a particulièrement touchée, et du coup je voulais vous en parler un peu plus en détail. Cette autrice, vous voyez ici, c'est Lisa C. Elle est née en 1955 à Paris, de parents américains. Elle vit d'ailleurs actuellement aux États-Unis. Elle a été d'abord agent de publicité, elle a ensuite été journaliste, il me semble, et ensuite elle est devenue écrivain. Elle a commencé par des romans écrits à plusieurs mains avec sa mère et puis un autre auteur dont j'ai oublié le nom. Et ensuite, elle a commencé à écrire seule. Son premier roman est une autobiographie de son arrière-grand-père, puisque cette autrice est américaine, mais d'origine chinoise de par son arrière-grand-père paternel, qui est donc un émigré chinois. Et son premier roman, On Old Mountain, parle du coup de la vie de son arrière-grand-père, pardon. Elle a ensuite écrit 3 romans policiers. Alors le premier a été traduit par Kalman Levy en 98. Il s'appelle La mort du scarabée. Ces 3 romans policiers, en fait, c'est une saga. Ça reprend en fait des personnages récurrents, même s'ils sont indépendants. Le second tome du coup de cette saga s'appelle À l'ouest de la montagne. Il a été édité par J'ai lu en 2020. D'ailleurs, J'ai lu a réédité le premier tome, La mort du scarabée, en poche. Et ils ont donc traduit le second tome là en 2020, donc plus de 20 ans après la sortie du premier. Alors je ne l'explique pas, surtout que le premier avait reçu des prix, le Edgar Allan Poe et un autre dont j'ai oublié le nom. Alors je ne sais pas l'importance de ces prix aux États-Unis, mais en tout cas apparemment il avait été plutôt bien reçu. Je ne sais pas si J'ai lu va décider de traduire également le dernier tome de cette saga. En tout cas, moi, je n'ai lu aucun de ces romans policiers. Moi, j'ai lu en fait tous ces romans qui parlent de culture chinoise. Donc, que je vais vous présenter aujourd'hui. Je vais vous résumer. Donc là, j'en ai 6. Elle en a écrit 7. Le dernier, je ne l'ai pas. Il date de l'année dernière. Mais je vais vous présenter les 6 précédents que j'ai tous lus et que j'ai tous aimés d'ailleurs. Et donc je vais vous faire un petit résumé de chacun et ensuite je m'attarderai sur 2 en particulier parce que enfin je vous expliquerai au fur et à mesure ces 2 époques différentes de la Chine qui sont présentées et ces 2 manières différentes de les présenter. Voilà. Donc on commence tout de suite cette présentation par le premier livre en rapport avec la culture chinoise qu'elle a écrit qui s'appelle Fleur de neige. Donc moi je l'ai dans la collection France Loisirs, mais il faut savoir que tous ces romans ont à la base été édités par Flammarion. Dans cette histoire on suit Fleur de Lys qui est une jeune chinoise née dans une famille de paysans. Elle n'a aucune valeur, les filles dans la culture chinoise n'ont aucune valeur. Elle est élevée pour devenir une bonne épouse et elle va avoir les pieds bandés. Elle va, par un concours de circonstances heureux, on va dire, par rapport à cette situation, avoir la chance d'avoir une Laotong. Alors, je ne sais pas exactement comment ça se prononce, je vous le mets en bas. C'est-à-dire une âme sœur, une jeune fille née le même jour, à la même heure, la même année, et avec d'autres caractéristiques identiques à celles de Fleur de Lys, qui s'appelle Fleur de neige. Et en fait, on va parler de cette histoire d'amitié entre ces 2 jeunes filles qui vont devenir ensuite des femmes, des épouses, etc. Ensuite, en 2008 est sorti Le Pavillon des Pivoines, donc toujours comme je vous ai dit chez Flammarion. Moi je l'ai en poche chez J'ai lu. Donc dans cette histoire on est en XVIIe siècle en Chine et on rencontre Pivoine qui est une jeune fille dans une famille aisée. Elle doit donc
devenir une épouse, donc elle doit apprendre les arts réservés aux épouses, comme le tissage, etc. Sauf qu'elle s'ennuie mortellement et elle lit beaucoup d'opéras, de choses comme ça, pardon. Elle va rêver de relations passionnelles, d'amour, alors que elle est une jeune fille qui est destinée à un mariage arrangé. Donc elle va se faire beaucoup de rêves, de films, et le jour de son anniversaire, de ses 16 ans, son père va accepter de lui laisser regarder un opéra qu'il organise chez lui. Donc elle va se cacher derrière un paravent pour des raisons traditionnelles, et elle va assister à cet opéra et tomber folle amoureuse du poète. Donc va arriver suite à ça un drame, et c'est après ce drame que on va découvrir la vie des femmes en Chine de l'époque. Ensuite est sorti en 2010 Fille de Shanghai. Là on est dans une autre époque, donc on est en 1937, et on va suivre deux jeunes sœurs, Pearl et May, qui sont deux jeunes filles qui habitent en Chine, dans une famille aisée, sauf que le papa va être ruiné et il va vendre ses filles à des maris chinois vivant en Amérique, et donc elles vont devoir partir aux États-Unis. Donc on est là dans un roman qui nous explique l'adaptation, l'intégration des Chinois aux États-Unis. 2 ans plus tard, en 2012, sort Ombre chinoise, qui est en fait l'histoire de la descendance de Pearl. Donc on a vu, qu'on a rencontré dans le précédent tome. Alors c'est 2 tomes qui se suivent sans se suivre, c'est-à-dire qu'ils peuvent être lus indépendamment l'un de l'autre. Je trouve quand même que c'est mieux de les lire tous les deux dans l'ordre. Ici donc on suit Joy, qui on est en 1957, donc 20 ans plus tard, et Joy est la fille de Pearl, et elle va vouloir retrouver ses origines chinoises, et donc elle va partir en Chine pour retrouver sa famille chinoise, etc. Sauf que c'est une période avec la montée du communisme, donc la Chine est extrêmement dangereuse à ce moment-là. Et voilà, donc on va suivre Joy et Pearl dans cette situation historique. En 2014 sort Poupée de Chine. Donc comme je vous disais, c'est toujours chez Flammarion, hein. Donc là on est en 1938, donc on revient un petit peu en arrière. Et ensuite 3 jeunes femmes qui vivent aux États-Unis, qui se rencontrent dans un cabaret. Donc elles ont toutes une raison de fuir, enfin de désobéir on va dire à leur famille, ou de fuir quelque chose, et elles se retrouvent à devenir danseuses dans un cabaret. Elles vont se lier d'amitié toutes les 3. 3 ans plus tard, l'attaque de Pearl Harbor va un peu changer la situation des Asiatiques aux États-Unis, puisqu'une grande méfiance va s'installer, et donc on suit ces 3 jeunes filles dans cette ambiance-là. En 2018 sort La mémoire du thé, que j'ai chez Françoisir de mon côté, donc toujours édité par Flammarion à la base. Dans cette histoire, on est en 90 et on suit la jeune Liane dans son village traditionnel. Elle est une des seules personnes, enfin elle est même la seule personne de sa famille à savoir lire, écrire, etc. Elle voudrait faire des études pour devenir sage-femme, sauf que c'est contre les traditions de son village. Donc elle va quand même essayer d'attaquer des études, sauf que malheureusement elle va tomber enceinte, et ça va bien sûr chambouler tous ses projets. Elle va devoir abandonner ses études, elle va devoir abandonner son enfant. Et on est donc dans cette histoire où on suit le destin de cette maman qui n'arrive pas à faire le deuil de cette petite fille qu'elle a eue, et parallèlement on va voir le destin de cette jeune fille qui a été donc adoptée et qui est partie aux États-Unis. Donc c'est encore une histoire de femme où on voit aussi le fond historique et surtout les traditions et la culture chinoise. Le dernier roman qu'elle a édité donc l'année dernière, en 2020, s'appelle L'île des femmes de la mer. Je ne l'ai pas encore, mais c'est un roman bien sûr qui est dans ma wishlist et qui finira probablement dans ma palle prochainement. Voilà donc la présentation des 6 romans qui parlent de culture chinoise sur fond historique, écrits par Lisa Si. Je vais donc maintenant vous parler plus particulièrement de 2 d'entre eux. Le premier, c'est Le Pavillon des Pivoines.
Donc, comme je vous disais, là, on est au XVIIe siècle et on est sur un roman qui est basé sur un opéra, donc le Pavillon des Pivoines, c'est d'où le titre. Et en fait, on va être du coup dans un roman où la poésie et le romantisme sont de mise. Alors c'est une histoire d'amour, c'est une histoire d'amour tragique. On va suivre Pivoine, qui est une jeune fille au début de 16 ans plutôt naïve, qui va d'ailleurs un peu parfois nous agacer par ses réactions, mais il faut savoir que c'est une fille qui a été élevée dans un carcan, elle n'a pas de vue sur le monde, elle ne sait pas comment se passe la vie en dehors de chez elle, du secteur des femmes. Elle est donc très restreinte au niveau de son ouverture d'esprit. Tout ce qu'elle connaît, c'est ce qu'elle a lu. Et du coup, voilà, elle est vraiment dans un romantisme exacerbé et elle veut vivre une passion amoureuse alors qu'elle ne peut absolument pas puisque son mariage est déjà arrangé depuis longtemps. À travers donc les tribulations de cette jeune fille amoureuse, on va découvrir les traditions chinoises, plus particulièrement les rites funéraires et le culte des morts. Ce qu'il faut faire pour que les morts puissent passer dans l'au-delà, puisqu'il y a tout un rituel, il y a il faut honorer ces morts pour qu'ils puissent passer dans l'au-delà, et tout ça est expliqué dans ce roman. C'est quand même un roman qui est assez lent, qui est très contemplatif, c'est une romance, et il faut voilà, pas s'attendre à quelque chose de très rythmé, hein. Donc voilà, il faut lire ce livre en connaissance de cause. C'est vraiment, alors c'est fantastique, hein. Il y a il y a du surnaturel, hein, des fantômes notamment, puisque le thème quand même principal, enfin c'est pas le thème principal, mais c'est basé sur la mort. Ce roman est basé sur la mort, et du coup on est vraiment dans l'onirisme presque, enfin pas tout à fait, mais quand même il faut savoir ça avant de se lancer dans ce roman. Par contre, on y découvre tout un tas de choses très intéressantes sur l'époque. Il faut savoir que ça se passe au moment de la chute de la dynastie Ming et de la prise de pouvoir de la dynastie Qing. Je ne sais pas trop si ça se prononce comme ça. Je vous mets toutes les infos là en bas. Et du coup, bien sûr, il y a un contexte historique assez prenant. On parle donc des traditions aussi des pieds bandés. On parle également des traditions, pas de la tradition, mais de l'écriture secrète créée par les femmes, donc le nushu, et qui permet à ces femmes qui n'ont pas le droit d'exprimer ni sentiments ni émotions de justement pouvoir s'exprimer. Alors c'est bien sûr entre elles, mais voilà, c'est quand même une façon pour elles de pouvoir extérioriser ce qu'elles ont sur le cœur ou dans la tête. Donc moi j'ai beaucoup aimé ce roman parce que voilà, il m'a fait découvrir vraiment plein de choses. Le deuxième roman dont je veux vous parler, c'est Fleur de neige, donc c'est celui-ci qui est un roman coup de cœur vraiment international. J'ai absolument adoré ce roman. Alors c'est pareil, hein, c'est un roman d'ambiance plutôt, mais il est un peu différent de celui-ci. C'est pour ça que je voulais vous présenter deux romans un peu différents de cette autrice. Là, on est vraiment dans le détail du quotidien de ces femmes. On rentre vraiment dans le détail. Par exemple, on suit donc Fleur de Lys depuis son plus jeune âge. À l'âge de 6-7 ans, le rituel des pieds bandés commence. C'est un rituel qui est particulièrement cruel et c'est très bien détaillé dans ce roman. Donc attention aux âmes sensibles puisque c'est de la violence faite aux enfants quand même, hein, il faut le savoir. Même si je trouve que l'écriture est vraiment tournée de façon à nous rendre enfin à être moins violente, en tout cas dans les mots. C'est moins violent. Par contre, dans les actes, forcément, c'est une violence inouïe.
Moi, ça m'a pas dérangé. Moi, j'ai un petit peu le cœur fragile, mais moi, ça a été. Je vous cache pas que ça fait un petit moment que je l'ai lu. Le fait de préparer cette vidéo m'a donné hyper envie de le relire, donc je l'ai recommencé. Je suis à la page 111, je crois, et j'ai relu justement une partie de ces scènes-là, et ça fait dresser les poils, je peux vous le dire. Bref, donc on va suivre cette histoire d'amitié entre Fleur de Lys et Fleur de Neige, qui sont deux jeunes filles qui vont donc avoir les pieds bandés à la même époque, à l'âge de 7 ans. Elles vont affronter chacune leurs difficultés. Fleur de Lys, comme je vous disais, est issue d'une famille paysanne pauvre, tandis que Fleur de Neige est issue d'une famille aristocratique. Ça ne va pas les empêcher de lier une amitié très forte, sauf que à l'âge du mariage, Fleur de Lys va réussir à faire un mariage, un très bon mariage, tandis que Fleur de Neige va faire un mariage qui est plutôt déshonorant. Et cette différence de statut qu'elles vont avoir à l'âge adulte en tant que femme, puisque c'est vraiment le statut du mari qui fait le statut de la femme, va engendrer des malentendus, des incompréhensions, et on va voir du coup cette amitié avec ses hauts et ses bas, et tout ça sur fond historique comme dans le précédent roman, c'est-à-dire que là on est au début du 19e, ouais. Donc 200 ans après celui-ci, hein, donc on voit qu'en 200 ans, les traditions n'ont pas tellement évolué. Et du coup, là, on est à la période où il va y avoir les révoltes des tapings. Et donc, il va y avoir aussi toute une partie du roman où le fond historique va prendre une telle importance, enfin, va avoir des répercussions concrètes sur ces femmes. Et voilà, c'était hyper intéressant de suivre aussi bien cette amitié que ce contexte historique. Donc là encore, on va parler du Nushu, donc de l'écriture secrète des jeunes filles et des femmes plutôt. Et on va aussi parler pas mal de naissance, puisque tout ce qui est important pour une femme chinoise, c'est de faire un bon mariage d'abord, et ensuite d'engendrer un fils pour honorer son mari. Voilà, donc un roman que je recommande vraiment. C'est vraiment une excellente lecture. L'écriture est très agréable. Lisa Si arrive à faire passer des tas de sentiments, de sensations, aussi bien positifs que négatifs dans son écriture, et c'est un régal. Voilà, donc, hop, pour le deuxième livre que je voulais vous présenter. Je vais terminer avec 2 citations de chaque roman pour vous donner un petit peu l'ambiance de ces romans. Pour le pavillon des pivoines, le combat des femmes qui écrivent consiste davantage à se libérer de ce qui entrave leurs pensées que des limites imposées par leur liberté de mouvement. Voilà, donc là ça résume assez bien la raison d'être de l'écriture secrète des femmes, le Nushu donc, où ça leur permettent vraiment de se libérer des barrières qu'elles ont au quotidien dans leur vie, et de pouvoir s'extérioriser, d'autant plus que les femmes avec les pieds bandés, il faut savoir qu'elles ne peuvent quasiment plus marcher parce qu'elles ont beaucoup de mal à tenir debout, bien évidemment, forcément, hein, leurs pieds sont déformés, hein, n'est-ce pas? Et du coup voilà, c'est pas tellement ça qui les gêne, entre guillemets. Elles ont été élevées pour être obéissantes et rester à leur place. C'est vraiment le fait de pouvoir exprimer leurs sentiments et leurs émotions, et c'est par cette écriture secrète qu'elles y parviennent. La deuxième citation que je vais vous lire est celle-ci. « Nous devons respecter les 4 vertus et la triple obéissance. Souviens-toi, en tant que fille, obéis à ton père, en tant qu'épouse, obéis à ton mari, et en tant que veuve, obéis à ton fils. » Voilà, donc ça résume aussi bien la condition de la femme à l'époque. Elle n'est que la femme d'eux, la fille d'eux, la mère d'eux. Voilà, elle ne peut que être considérée par rapport à un homme. Et voilà, c'est toute la condition féminine chinoise qui est résumée dans cette citation, dans cette phrase. Concernant Fleur de Neige, donc j'ai choisi « Pour que mes pieds soient considérés comme parfaits, il fallait qu'ils obéissent après le bandage aux 7 critères suivants. Ils devaient être minuscules, étroits, élancés, pointus et cambrés.
tout en restant parfumé et doux au toucher. Donc on voit bien l'exagération de cette pratique. Il faut savoir que les pieds bandés, des jolis pieds bandés, je crois qu'ils devaient faire quelque chose comme 7 cm. Enfin, vous vous rendez compte par rapport à la longueur. Enfin, regardez vos pieds. En général, ils font une vingtaine de centimètres, un peu plus ou un peu moins suivant les pointures, bien évidemment. Mais leurs pieds devaient faire environ 7 cm pour être considérés comme parfaits. Donc, autant dire que c'était vraiment immonde de pratiquer ce rituel. Et la deuxième citation donc, que je vais vous lire est « Tout ce que je savais, c'est que le fait d'avoir eu les pieds bandés faciliterait mon mariage et me rapprocherait du plus grand bonheur qu'une femme puisse connaître au cours de sa vie, celui d'engendrer un fils. » Voilà, c'est ce que je vous disais du coup tout à l'heure. Elles avaient non seulement avec les pieds bandés, si elles réussissaient leur bandage et qu'elles aient de jolis pieds, elles pouvaient espérer un bon mariage. Et ça allait même au-delà parce que grâce à ça, elles étaient pratiquement sûres, dans leur culture, dans leur croyance, de pouvoir engendrer un fils et du coup offrir ce cadeau à leurs époux. Donc autant dire que ça allait vraiment très loin. Voilà, c'en est tout pour ce que je voulais vous dire au sujet de cette autrice Lisa C. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez surtout pas à me le dire pour savoir si justement je réfléchis à un épisode 2 avec un autre auteur ou une autre autrice. N'hésitez pas aussi à me dire si vous connaissez Lisa C, si vous aimez ses romans, lequel avez-vous préféré, si ça vous a tenté aussi, si vous ne la connaissez pas. En tout cas, n'hésitez pas à venir en discuter en commentaire et à mettre un petit pouce en l'air, ça me fait toujours plaisir. Je vous remercie d'être arrivé jusqu'au bout de cette vidéo. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine. À plus.